Bonjour à tous, c'est la rentrée de Si on parlait sport. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3. Vous connaissez le synopsis. Comme d'habitude, nous parlerons de l'actualité sportive du département. Il y aura des analyses, des débats et des duels acharnés entre nos experts pendant près d'une heure. Au niveau du casting, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous les avons harcelés pendant des semaines pour qu'ils re-signent avec nous pour cette saison. Aujourd'hui, 4 chroniqueurs, ou devrais-je dire 4 légendes sont en plateau. Je sais qu'ils vous ont manqué. Présentation en musique. On commence par l'un des pères fondateurs de cette émission. Il est notre spécialiste cyclisme. Il a remporté des médailles internationales en cyclisme sur piste Masters. Dans ce talk, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Le capitaine Yann Dujarier du club de Vélizy 78 est avec nous pendant une heure. Bonjour Yann. Bonjour Mickaël. Vous êtes content de revenir sur cette émission? Oui, la rentrée est un petit peu tardive, mais on est très heureux de revenir. Ouais. Ça vous a manqué? Ouais, bien sûr, c'est trop long comme quand on était à l'école, on est bien content de voir les copains. On passe de l'autre côté à musique. Elle est professeure de pole dance à Versailles, ce sport très physique qui mêle danse et acrobatie autour d'une barre. Elle a conquis le cœur des Yvelinois l'année dernière avec ses analyses. Notre ambassadrice de charme, la sublime Hélène Delagrange, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hélène. Je ris beaucoup entre sublime et entre eux, on est des légendes. Non, mais moi j'aime bien. On peut continuer comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Quand je vous ai proposé en tout cas de revenir sur cette émission, oui, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Ah non, j'adore. D'accord. Vous êtes en face de Yann, voilà, que vous connaissez bien. Oui. Bon, on va voir dans l'émission. On va pouvoir se battre comme ça. On verra ça. On repasse à ma droite, musique. C'est un véritable scientifique du sport. Il arrive à disséquer dans son cerveau des milliers de séquences de jeu malgré son emploi du temps surchargé. Il est sorti de son laboratoire pour cette émission. Il est donc le professeur Frédéric Anderson qui est avec nous également pendant une heure. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors c'est un plaisir vraiment de vous recevoir dans cette émission une nouvelle fois. Merci, très honoré. Voilà, donc vous êtes fan du coup de football américain. Exactement. Mais est-ce que vous avez d'autres disciplines que vous affectionnez? Moi j'aime bien l'haltérophilie aussi. L'haltérophilie? L'haltérophilie, c'est les gros poids, les petits bonhommes qu'on voit ça en l'air. Tout toujours ça. Marrant à regarder. Bon, pas d'haltérophilie par contre aujourd'hui. J'espère que vous ne serez pas déçus. On termine par un mythe, musique. C'est une véritable icône du rugby local. Il a entraîné Plaisir pendant 2 saisons. Pour le conserver à cette saison, nous n'avons pas hésité à mettre dans son contrat bénévole une clause de 222 millions d'euros. Mesdames et messieurs, le coach Jean Miss est de retour avec nous en plateau après cette longue trêve estivale. Bonjour Jean. Bonjour Mickaël. Bon, 222 millions d'euros, c'est à peu près votre prix pour vous conserver? C'est pas mal. C'est pas mal? Ça va. Bon, on va parler de Plaisir, notamment aujourd'hui. Je suppose que vous continuez à suivre votre ancien club. Oui, bien sûr. Oui. Je vois tous les résultats en règle générale et principalement les résultats de mes anciens clubs. Voilà, et maintenant vous êtes coach en Fédéral 3. Non, en honneur. En honneur, pardon, excusez-moi. Ouais. Où ça? Avec Gif-sur-Yvette. Gif-sur-Yvette. Bon, voilà. On va continuer, on parlera quand même de l'honneur avec Versailles notamment et Chevreuse cette saison. Alors avant de passer au programme de l'émission, j'aimerais qu'on parle rapidement de cyclisme sur piste et le club de Yann Dujarier, le C Vélizy 78. Les Masters dont vous faites partie, Yann, ont brillé la semaine dernière sur le vélodrome de Roubaix pendant les championnats d'Europe sur piste. Les pistards sont repartis dans leur valise avec 3 titres, 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Yann, vous avez notamment remporté la médaille d'or sur l'épreuve de vitesse individuelle en devançant votre coéquipier Sébastien Théry. Les Vélizyens ont également conquis le titre en vitesse par équipe, dont vous faites partie. Prochaine étape, les championnats du monde qui se tiendront à Los Angeles du 8 au 15 octobre. Yann, c'est une belle expérience, ces championnats d'Europe. Oui, pour vous, une en belle tout cas, expérience. ça a été une belle expérience, je suppose. Moi, j'avais déjà eu l'honneur d'être champion d'Europe en 2012 ou 2013, je me souviens plus exactement. Donc vous êtes lassé maintenant? Non, on est toujours content de monter sur ce type de podium surtout quand le combat est rude et qu'il y a une vraie adversité. Surtout sur la vitesse par équipe avec les Anglais, ça s'est joué un 10e. Donc c'était un vrai plaisir avec les copains d'obtenir ce titre, ce titre par équipe. Maintenant, voilà, pour nous, c'était qu'une étape. Aujourd'hui, on est dès le lendemain. Voilà, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le titre de champion du monde. On s'entraîne depuis plusieurs mois et même maintenant, on peut même parler d'années ensemble pour aller chercher ce maillot arc-en-ciel chez les vétérans. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on commence à l'entrevoir puisque les performances qu'on réalise en compétition sont au niveau de celles qui ont permis aux autres équipes d'être championnes du monde les années précédentes. Maintenant, le niveau chez les Masters
évolue d'année en année. C'est pas parce qu'on vieillit que les performances baissent, bien au contraire. Donc il va falloir encore s'accrocher. Il reste encore 2 grosses semaines d'entraînement avant de partir pour Los Angeles. Et puis voilà, on croise les doigts pour essayer de ramener ce beau maillot qui nous, on va pas dire qu'il nous échappe, mais qui est difficile à aller chercher. Voilà. Comment jugez-vous la performance de Yann autour de cette table? Jean, vous avez un avis sur cette performance et sur celle du club de Vélizy 78 également, qui a réalisé, je le rappelle, 3 titres, 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Avoir un avis sur une performance comme être titre champion d'Europe, c'est fabuleux quand même. Hein. On n'est pas tous les jours. Je félicite Yann. Il doit être fantastique quand même dans sa discipline. Hein. Bon, ils sont peut-être que 2 ou 3 à concourir, mais bon, ça on ne le dit pas, c'est comme c'est à l'école des fans. Quoi. Non, sincèrement, c'est beau, champion d'Europe. Après, je comprends son souhait d'aller au bout et d'être champion du monde, parce qu'il n'y a pas mieux que d'être champion du monde. Et c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Frédéric, il y a un monde, on va dire, entre les championnats d'Europe et les championnats du monde? Forcément, il y a un monde. Il y a forcément un panel de concurrents un peu plus large, quoi. Après, ça reste une grosse compétition, c'est une compétition continentale quand même, et ça permet aussi de se jauger à l'aube des championnats du monde. C'est vrai que les compétitions sont assez proches, donc ça donne aussi, dans la préparation, ça donne une bonne idée de ce qu'on est capable et si on est vraiment en ligne avec nos objectifs, et c'est très encourageant pour l'objectif ultime qui est de remporter la couronne mondiale. Yann, dernière question, est-ce que vous êtes prêt pour les championnats du monde? Est-ce que vous allez ramener l'or ici dans les Yvelines? J'espère. J'ai tout fait pour. Les chronos sont là. Il faudra pas faire d'erreur. Pour le titre européen en vitesse par équipe, j'ai fait une grosse erreur qui ne nous a pas coûté le titre, mais qui aurait pu nous coûter très cher, puisque moi je perds 3 dixièmes sur mon tour. Mais voilà, on sait qu'on a une marge de progression et c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif pour l'équipe. Maintenant, à titre individuel, c'est pareil. Je fais partie des prétendants au titre. On verra, il ne faudra pas se tromper, il ne faudra pas se rater. On débriefera ça ici sur ce plateau. Dans un mois. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des JO de 2024 et de la victoire parisienne face à Los Angeles. Le dossier le plus fort l'a-t-il emporté? Nous verrons ça dans quelques instants. Nous allons également parler de basket. Un agent yvelinois a réussi à placer un joueur en NBA. Mais avant de développer ces thèmes passionnants, coup de projecteur sur le club de rugby à 2 plaisirs. Pour son retour en Fédéral 2, le rugby club de Plaisir a vécu une partie très compliquée contre Bobigny ce dimanche 17 septembre. Les Plaisirois se sont inclinés sur leur pelouse 47-17 en encaissant un terrible 40-3 en première période. On écoute les réactions. C'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous, au haut niveau. Je rappelle qu'ils étaient en Fédéral 1 l'année dernière quand même. Et c'est vrai que dès qu'on se consommait un petit peu trop sur les phases de ruck ou si ça ratait un plaquage, tout de suite ça faisait la différence. Ça jouait dans le dos, chose qu'on n'était pas forcément capable de faire. Collectivement, on était pas mal en place. Malheureusement, individuellement, on a fait vraiment des grosses fautes de défense. Et puis face à une très belle équipe comme ça, avec les joueurs rapides qu'ils avaient, forcément on a pris beaucoup d'essais. Donc à la mi-temps, ça faisait cher quand même. Jean-Miss, vous qui êtes l'ancien coach de Plaisir, je suis obligé de vous demander ce que vous pensez de cette contre-performance, cette première contre-performance de la saison pour Plaisir. Alors une contre-performance, oui et non, parce que comme François l'a dit, le capitaine, Bobigny est un club qui descend de Fédéral 1, donc c'est pas une marche qu'il y avait entre les 2 équipes, c'est 2. Donc c'est pas réellement une contre-performance quand même, rugbystiquement. Il faut surtout pas qu'ils pensent que voilà, ça va être... Bon, ce sera dur, de toute façon, ce sera dur. Ils sont tombés en plus dans une poule qui est assez compliquée, avec des équipes qui sont notamment très très bien armées devant. Donc j'espère qu'eux en sont conscients, je pense qu'ils en sont conscients. Mais après, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en question par rapport à cette lourde défaite face à un club comme Bobigny, qui encore une fois descend de Fédéral 1 et qui a, à mon avis, l'ambition d'y remonter immédiatement. Voilà, après la saison va être longue, va être dure, ça c'est sûr. Vous aussi, vous êtes d'accord, Frédéric Anderson? Oui, je pense sur cette défaite, c'est une défaite logique face à un gros club de Fédéral qui descendait de Fédéral 1. C'était un peu par rapport aux attentes. C'est sûr qu'une équipe de Fédéral 1, on s'attend à ce qu'elle ait un niveau supérieur à un promu, quoi. Après, c'est vrai qu'une grosse défaite comme ça, c'est riche en enseignements, ça permet de jauger où on en est par rapport au reste du championnat. Déjà par rapport au plus haut niveau, s'ils ont l'espoir de vouloir remonter.
Après, il faut rester. Je pense que l'entraîneur a un projet de jeu et puis il faut qu'il reste fidèle à sa ligne et pas tout balayer d'un revers de main juste parce qu'ils ont pris un résultat compliqué dès la première journée. La saison, elle est longue et il y a encore de nombreux matchs à jouer, donc ils auront le temps de s'améliorer, progresser et espérer de meilleurs résultats à l'avenir. Hélène, ils ont tout de même montré un autre visage au retour des vestiaires. Ils ont marqué 2 essais en 40 minutes contre 1 essai pour Bobigny. Finalement, ils remportent la seconde période. Oui, et de toute façon... Est-ce que ça peut laisser présager justement d'autres oui, après, contenus dans les prochains matchs? Oui, et puis personne n'est mauvais. Voilà, les deux équipes sont bonnes. Je pense que avoir un retour comme ça, un peu cuisant, ça va mettre un peu le coup de pied aux fesses pour essayer de faire quelque chose d'autre, de remonter et pas de se laisser... faut surtout pas se décourager, mais je pense que là, il faut se dire, ok, ça a été compliqué, ça va l'être, mais il faut y aller maintenant. C'est le début, il y a toute l'année. Donc, vaut mieux maintenant et y aller plutôt que se reposer sur des lauriers et puis tout perdre en fin d'année. Yann, vous voulez réagir par rapport à ce que disait Hélène? Non, simplement, je pense que quand on monte de division comme ils l'ont fait la saison dernière, pas de bol sur le tirage de toper le favori de la poule qui descend dès le premier match. C'est pas un tirage. C'est pas un tirage, mais bon, voilà, enfin, c'est pas de chance de tomber sur eux dès le départ. Et je pense que, alors, aujourd'hui, s'ils doivent à un moment faire un bilan, il faudra le faire après les matchs allés et pas tout de suite sur les 2, 3, 4 premiers matchs. Il faut se laisser un peu de temps pour absorber la différence de niveau et voir comment ils peuvent réagir. En effet, il n'y a pas que du négatif dans ce match puisqu'ils ont réussi à marquer des essais. Je pense que s'ils étaient repartis avec simplement des marques de pénalité ou des choses comme ça, ce serait plus difficile à vivre. Là, ils ont peut-être quand même réussi à créer du jeu, même s'ils l'ont fait seulement en deuxième période, et ce qui veut peut-être dire que Bobigny a levé le pied sur la deuxième période. Oui, mais Bobigny a peut-être levé le pied sur la deuxième période puisqu'ils avaient déjà une avance conséquente. Il faut voir le match et il faut tout analyser. Donc avec simplement les informations qu'on a aujourd'hui, c'est ce à quoi on peut penser. Mais il faut rester et ils sont là encore pour apprendre. Pour moi, je pense que le bilan, il faudra le faire à la fin des 10 ou 12, des 11 premiers matchs et puis voilà quoi. Donc avec cette défaite, ils sont pour l'instant derniers forcément au bout de la première journée. Donc malgré cette première défaite de la saison, Plaisir espère tout de même jouer un rôle important dans le championnat de Fédéral 2 cette saison. On écoute l'entraîneur de l'équipe. On verra comment ça se passera. On ne se met pas de barrière en tout cas. On a une philosophie de mettre un maximum de volume de jeu en place. Donc on jouera à 100% tous les coups et on verra après par la suite si on peut espérer autre chose. C'est un gros challenge évidemment, surtout quand on voit la qualité des équipes de la poule. Maintenant, le groupe a connu une montée, donc il a quand même une bonne dynamique. La question sur ce thème, peuvent-ils espérer se maintenir cette saison? Oui ou non? Vous connaissez le principe. Vous votez. Oui. Vous êtes partagé, Yann? Il y a du travail. On fait un petit duel entre vous, Hélène, et Yann. Hélène, pourquoi ils peuvent espérer se maintenir cette saison? Il y a eu des changements d'entraîneurs, des changements d'équipe, de membres de l'équipe. Je pense que si il se repose pas sur, s'il baisse pas les bras sur sa défaite, s'il travaille, ils absorbent en fait tous ces changements. Il n'y a pas de raison. L'équipe, je pense que chaque joueur de l'équipe est bon et ils sont. Ça peut aller selon vous? Oui, moi je pense. Moi, pourquoi je suis mitigé, aujourd'hui c'est trop tôt pour savoir. On pourra déjà peut-être en reparler dans 3-4 matchs. Et là, en ayant rencontré des adversaires qui seront peut-être certainement plus à leur portée, et voir comment justement ils ont réussi à pas rebondir par rapport à ce premier match, mais simplement à encaisser le changement de niveau. Mais pour moi aujourd'hui, c'est trop tôt pour savoir s'ils sont capables de se maintenir ou pas. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on leur souhaite. Et maintenant, il va falloir attaquer les bananes et les amandes pour prendre du volume, parce que je pense que la grosse différence entre la 3 et la 2, c'est les impacts qui doivent être nettement plus importants. Mais bon, maintenant, leur objectif était de monter l'année dernière, ils l'ont fait. Moi, je dis, quand on cherche la merde, on va pas se plaindre de l'avoir trouvée. Bon, ce sera déjà dans le best-of de fin de saison, celle-là. Jean,
Qui a raison, qui a tort? Vous avez voté oui pour le maintien de Plaisir à la fin de la saison. Alors j'ai voté oui, pourquoi? Parce que si on n'est pas optimiste... Donc il y a 12 équipes, je le rappelle. J'ai voté oui parce que si on n'est pas optimiste pour qu'un club reste dans la division où il est, c'est mal parti. Donc, mais ce sera très très dur. Pour moi, je connais un petit peu le rugby. Pour moi, le calcul il est simple. C'est qu'ils vont se battre avec Daumont et Arras pour se maintenir. Voilà. Donc après les autres équipes, à mon avis, ils vont apprendre le niveau et apprendre le rugby. Et ils ont un déplacement difficile dimanche à Drancy et ils reçoivent Beauvais dans la foulée. Et ils recevront au 4e match Daumont à la maison. Je pense que c'est le premier match qu'ils pourront commencer à accrocher. Mais là, ils vont essuyer pour moi une défaite à Drancy et peut-être encore une lourde défaite à la maison contre Beauvais, qui est un gros morceau de la Fédérale 2. Mais c'est vrai maintenant, encore une fois, oui, pour moi, il faut jouer le maintien. Ce sera très dur, ce sera très difficile. Et voilà, pour moi, ils ont 2 clubs à battre. Frédéric, Hélène le disait précédemment, ils ont changé de coach cette année. Est-ce que c'était le bon timing pour changer de coach en sachant que l'équipe montait en Fédéral 2? Introduire des perturbations dans un système qui marche, c'est jamais forcément le meilleur calcul. Après, peut-être que la pression est un peu plus sur les coachs que les joueurs parce que le groupe a peu changé. Les entraîneurs récupèrent une équipe qui gagnait et puis maintenant ils se retrouvent dans un niveau au-dessus et c'est le premier pas vers l'inconnu, quoi. Après, c'était un peu la bataille des extrêmes. C'était une équipe qui descend contre une qui monte. Donc, comme je disais, il suffit on va voir un peu plus clair dans les 2-3 prochains matchs, voir déjà ce que fait Bobigny pour pouvoir juger le niveau par rapport au reste de la poule, etc. Et puis eux, ce qu'ils font aussi, s'ils arrivent à progresser, montrer des progrès, marquer plus, même malgré les défaites, si les défaites sont de plus en plus rapprochées, avec des écarts de plus en plus serrés, c'est toujours encourageant pour la suite du championnat qui est encore super long. Jean, vous pensez que ça a déstabilisé le groupe? Je sais que c'est une question délicate pour vous. Oui, non, mais bien sûr que c'est délicat parce que c'est moi qui suis concerné directement. Moi, ce que j'ai dit simplement, c'est que en enlevant le fait que ce soit moi qui était l'entraîneur avec Frédéric Jardet, c'est que, comme a dit Fred, oui, aussi. Trop de Fred, tu es Fred. C'est vrai que casser une dynamique, je crois que le groupe n'avait pas besoin de ça, parce que justement, là, on tombe sur des équipes qui sont expérimentées à ce niveau-là, avec des gros packs, et je pense qu'il aurait fallu garder cette dynamique, ça c'est certain. Ensuite, encore une fois, la politique du club ne m'appartient pas. Ils ont voulu changer. À eux maintenant, comme a si bien dit notre ami Yann, eh bien, quand on cherche la merde, on la trouve, on passe peine de l'avoir trouvée. On va refermer cette page sur ces belles paroles, Jean-Miss. Alors maintenant, vous allez pouvoir être en roue libre, Jean-Miss, parce qu'on va passer au thème suivant. Coup de projecteur à présent sur les Jeux Olympiques 2024. Le verdict est tombé aux alentours de 20h ce mercredi 13 septembre. La ville de Paris, fortement pressentie depuis cet été pour accueillir les Jeux Olympiques, s'est officiellement vue attribuer les JO de 2024 par le CIO. Pour fêter cette journée historique, Saint-Quentin-en-Yvelines avait programmé dans le Vélodrome national des activités jusqu'à l'annonce à 20h. Une fois le verdict tombé, la joie envahit la structure. On écoute la réaction de l'élu au sport, Jean-Pierre Celeste. C'est une réaction extraordinaire, une réaction de joie. Une réaction de joie. Les Jeux Olympiques sont à Paris en 2024. C'est officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. Et maintenant, l'aventure commence. L'aventure commence. C'est une aventure historique. Et ça va être passionnant de vivre cette période. Pour rappel, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera le cyclisme sur piste au Vélodrome national, le VTT sur la colline d'Elancourt, le BMX sur l'île de loisirs et le golf au golf national. Dans le reste des Yvelines, Versailles accueillera l'équitation et le pentathlon moderne. Les épreuves de cyclisme sur route devraient être organisées dans la vallée de Chevreuse. Quelle a été votre réaction, Yann, après cette annonce ? Vous étiez où? Racontez-nous. J'étais en plein championnat d'Europe. Donc, et sincèrement, RAV, rien à battre. Puisque pour moi, la décision, elle avait été déjà annoncée avec l'alternance, enfin pas l'alternance, mais l'accord. Non, voilà, il n'y a pas de suspense, il n'y avait rien. Donc, pas d'explosion de joie, rien de particulier. On savait depuis longtemps que 2024, ce serait pour Paris. Et tant mieux. Maintenant, moi, ma réaction, c'est que j'ai déjà mis une croix dans mes vacances du mois d'août 2024, je sais où je serai.
Hélène, vous, quelle a été votre réaction? Pareil, vous avez été Pareil. mitigé un peu après cette annonce? Non, mais pareil, on en avait parlé à la fin de la saison dernière. On savait, avec les 100 ans, c'était forcément cette année-là et pas 2028. Et puis au final, ça ne changeait pas grand-chose que ce soit 2024, 2028. Très important. Pour les 100 ans. Oui, mais non, mais pas que pour les 100 ans. Il y avait beaucoup de structures qui étaient prêtes, qui seraient Oui, prêtes pour oui. 2024 et qui n'étaient pas pour 2028 parce qu'elles auraient été occupées et donc elles ne pouvaient plus être libres ensuite. Il y avait des problématiques. Los Angeles pouvait faire les deux alors que Paris ne pouvait faire que 2024. Du Voilà, coup, donc, c'était déjà... Jean-Miss, je vous vois timoré également sur cette question. Ouais, Paris a gagné et puis c'est tout? Mais oui, mais c'était l'école des fans de toute façon. On le savait déjà. Bon, mais voilà, c'était. Allez, vous prenez 2024, vous prenez 2028, et puis voilà. Mais tant mieux. Je veux dire, tant mieux. C'est 4 ans avant, on les verra avant, nous, comme ça. Ils auraient même pu gagner un peu de budget en évitant de faire une cérémonie à Lima, etc. Ça aurait pu et faire des économies pour tout le monde, aussi bien pour le CIO que pour les pays organisateurs. Bon, voilà, il fallait. Pour l'image des Jeux Olympiques, Et je pense que ça aurait été compliqué. Hein, Yann. D'accord, mais bon, c'était on va pas dire que c'était arrangé, mais voilà, tout était mis sur le papier, tout était clair. Maintenant, bon. À quelques milliers d'euros près. Oui. C'est pas... La question sur ce thème, le meilleur dossier l'a-t-il emporté pour 2024? La question sur ce thème, oui ou non? C'est un On accord. va voir si vous êtes chauvin ou pas. Le meilleur dossier. que Paris. Los Angeles aurait pu être également sur 2024. Ils se sont retirés après coup. En effet, alors oui, le dossier de Paris. Donc vous êtes tous unanimes, le dossier parisien était le meilleur. Était très bon. 95% des 95% des Jean, structures. pourquoi? Je vous vois. Non, je pense que c'est pas le dossier qui a fait la différence. Voilà. Je pense que Yann l'a dit très justement. Autant Los Angeles pouvait faire les deux, que la France, c'était plus sur 2024. Alors bien sûr, il y a les 100 ans, ça tombe bien, on va dire, mais il y a surtout une question d'infrastructure et peut-être aussi financier. Parce que 2028, c'est quand même loin, quoi. C'est quand même très très loin. Et on n'a pas les mêmes mentalités que les Américains. Donc pour moi, c'est pas le meilleur dossier qui a gagné, c'est pas une question de meilleur dossier. Il fallait un dossier, il a gagné. Voilà, c'était bien comme ça et je pense que ça arrange un petit peu tout le monde. Surtout les Français. Et Los Angeles aussi, puisque oui. ils avaient des infrastructures qui n'étaient pas prêtes et donc il fallait monter. Ça leur laisse plus de temps pour pouvoir les construire, donc moins dans l'urgence. Ils vont aussi bénéficier d'une aide du CIO. Non, mais et puis d'une image, c'est-à-dire que au lieu de pouvoir utiliser le label JO que pendant 7 ans, ils vont pouvoir l'utiliser pendant 4 de plus, donc pendant 11 années, donc avec Los Angeles 2028. Et donc, selon vous, c'est du business? Complètement. Et le maire de Los Angeles était particulièrement content d'avoir ces 4 années supplémentaires pour pouvoir ramasser un peu plus d'argent encore et augmenter le budget. D'ailleurs, il a fait une grande fête. Quelques milliers d'euros de plus. Là, c'était des dollars plutôt. Mais... Vous le disiez, 90% des infrastructures sont construites pour Paris. Pour Paris 2024, voilà, alors que 80% des infrastructures étaient construites pour Los Angeles. Finalement, ça arrange tout le monde, si je comprends bien. Tout à fait. Et au niveau des transports aussi, est-ce que ça a joué, Frédéric Anderson? C'était le gros point noir vraiment pour Los Angeles en 2024. Pour 2028, peut-être qu'ils auraient un peu plus de temps pour construire des transports publics. Non, je suis pas sûr qu'au niveau des transports, c'est alors joué que nous, on a grand-chose. le Grand Paris Express qui devrait arriver pour 2024. Oui, je pense que je le dis bien. Non, moi, je suis très content que la France ait obtenu le dossier. Et puis surtout, si ça permet d'entamer des travaux qui auraient dû être faits et qu'on ne voulait pas faire parce que ça coûtait trop cher. Maintenant, le fait qu'il y ait les JO, ça va un peu pousser la main au portefeuille, quoi. Et puis, non, après, cette histoire de nomination officielle, c'était de la politique politicienne. Et ils se sont arrangés pour que ça prenne le moins de risques possible, parce qu'on a bien vu tous les esprits chagrins qui se plaignaient. Vous allez voir, ça va être comme Rio, ça va être comme Sochi, où ça a mal fini, finalement, après les JO, ou même Athènes. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose pour eux. Par contre, Londres, quand c'est des pays développés, qui ont des moyens et qui investissent dans le sport, qui sont nommés pour organiser, même Tokyo, ça va être pareil. Là, ils sont sûrs de ne pas rater les Jeux. Il n'y aura pas de polémique comme il y a pu y avoir pour les autres. Et c'est sûr qu'en nommant Los Angeles et Paris, ils sont tranquilles, et ils sont tranquilles jusqu'en 2028. Pas de risque. Voilà, et puis surtout, donner 2 milliards d'euros aux Américains, ils n'ont pas besoin de 2 milliards d'euros. Les 2 milliards d'euros, ils feraient mieux de les investir sur autre chose. Surtout les autres dossiers. Les autres dossiers, eux, à la limite, si vous voulez faire la promotion du sport, ça aurait été une meilleure décision d'avoir le courage de prendre des risques et d'investir l'argent là-bas, plutôt que de prendre des décisions déjà entendues. Plus avec les 100 ans, ça tombait pile pareil. Les 2 milliards du CIO vont être versés normalement à la jeunesse sportive de la Californie. Oui, de la Californie. Ouais, ça veut rien dire, ça.
Ça, on n'en sait rien, Jean-Miss. Alors, il y a également eu une grosse ferveur de la part de la population parisienne. Ils étaient à 500 supporters ce mercredi 13 septembre au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour partager ce moment. On les écoute. Bah oui, c'est important. Ça fait 100 ans que Paris attend les JO. Donc, je pense que c'est important de célébrer tous ensemble cet événement aujourd'hui. Être présent pour cette première échéance, je dirais, de confirmation de JO, oui, c'est important. Ouais. On est acteurs tous autant qu'on est à chaque niveau, donc oui. Jean-Miss, vous pensez que le soutien populaire de la part de la population française a joué dans ce dossier également? Ce n'était pas forcément le cas aux États-Unis, au niveau de la ferveur. Ouais, je ne vois pas une grande ferveur là. C'était 500 alors qu'il n'y avait pas de suspense. Oui, d'accord, c'est ça parce qu'il y avait à manger après, c'est pour ça. C'était un mercredi après-midi. Il y avait un cocktail. Mercredi soir. Non, c'était un mercredi après-midi. Fin d'après-midi soir. Ouais, il y avait un cocktail, c'est 20h la proclamation des résultats. Il y avait un cocktail après. Donc c'est pour ça, ça a amené un peu de monde. C'était gratuit, il y avait un cocktail. Yann, vous qui insistez souvent sur la ferveur populaire autour des événements, est-ce que vous pensez que ça a joué vraiment dans le dossier? Alors, il y a quand même pas mal de personnes qui sont contre les JO en France aussi. Donc, il n'y a pas que des gens comme moi qui sont très très contents de les accueillir, bien au contraire. Donc, bon, voilà, il en faut pour tout le monde. En France, on est aussi un pays où on n'est jamais content. Donc, de toute façon, on peut pas contenter tout le monde justement. Bon, c'est pas un gros problème. Moi, de toute façon, quand les choses seront là, tout se passera bien et les gens seront contents aussi. Maintenant, c'est un truc auquel je me suis projeté. C'est vrai que les Français ont quand même souvent l'habitude au mois d'août de partir en vacances et il y aura peut-être pas beaucoup de Français qui seront présents sur les événements. Moi, j'adore Paris au mois d'août. Il y a souvent personne dans les rues. Donc, ça permettra peut-être d'éviter les embouteillages pendant les Jeux Olympiques aussi, peut-être que ça a été étudié. Une bonne chose. On va passer maintenant à notre deuxième coup de projecteur. On continue à parler des JO de 2024, mais maintenant au niveau des sportifs. Cette victoire, c'est également leur victoire. Des centaines d'athlètes se sont mobilisés pendant des mois dans toute la France, et notamment dans les Yvelines, pour faire pencher la balance du côté de la candidature parisienne au Vélodrome national. Ils étaient évidemment tous ravis après l'annonce officielle. On les écoute au micro de TV78. Pour moi, c'est un peu sans surprise parce que vraiment, on a mis toutes nos chances de notre côté. Et voilà, c'était beaucoup relégué sur les réseaux sociaux et tout, donc très contente. Ça fait 100 ans qu'on les a pas eus. C'était l'heure d'avoir... on n'est pas passé loin à Londres, on n'est pas passé loin avant. On a présenté plusieurs candidatures, de temps en temps qui n'étaient pas bonnes, d'autres qui étaient bonnes. Et puis à Londres, ça nous a fait mal. Et là, on a vraiment mis les moyens. Et je pense que la candidature était la plus belle. Et c'était normal que Paris ait les Jeux en 2024. Un soulagement et dans l'ensemble de joie, satisfaite, contente et plaisir. Ça m'étonne. Vous êtes d'accord, Jean? Vraiment, c'est la victoire des sportifs. Par vraiment. contre, oui, c'est fabuleux pour les sportifs. Pour les sportifs et aussi pour les spectateurs. Et pour les jeunes sportifs. Voilà, on va parler juste après, mais au niveau déjà des sportifs qui ont remporté du coup cette victoire, qui ont participé à ce dossier, vous pensez, Yann, que c'est un ouf de soulagement? Et ça va être très important, même pour les générations futures. Je me souviens de la déception après l'annonce pour 2012. Ah ouais, où on y croyait vraiment fort et on s'était fait balaner par Londres, même si c'était les voisins, ça faisait mal. Et donc non, ouais, tant mieux. Et c'était de toute façon, il fallait que ce soit notre tour. Et en effet, beaucoup de sportifs français et de grands noms comme Teddy Riner, ont soutenu cette candidature. Et alors, pardon ? Estanguet, voilà, bien sûr, qui fait partie aussi du CIO. Nos sportifs français, c'est vrai que dégagent une belle image dans le monde et du coup prennent de la place. Donc du coup maintenant ça apporte une bonne visibilité pour le sport français, parce que quand ils arrivent, il reste présent. Les 9 titres de Teddy Riner, par exemple, et Estanguet qui avait dominé le canoë-kayak pendant plusieurs années, même Olympiade. Alors Renaud Lavillenie qui est un perchiste aujourd'hui, qui est connu et reconnu dans le monde, alors que cette discipline est quand même une discipline assez discrète dans l'athlétisme. Voilà, c'est tous ces sportifs qui font que on a pu peut-être avoir ces jeux et qui défendent cette candidature, et tant mieux.
Alors sur le plan sportif, les JO 2024 se préparent dès à présent. En cyclisme sur piste, la nouvelle génération des pistards tricolores est symbolisée par 2 jeunes pétris de talent, Mathilde Gros, 18 ans, et Sébastien Vigier, 20 ans. Malgré leur jeune âge, ils ont déjà raflé des médailles internationales ces derniers mois. Pour eux, les JO à Paris, c'est un coup de boost. Ouais, bien sûr, j'ai vraiment envie d'y être. C'est un peu, on va dire, l'objectif d'une carrière, mais ça serait une belle apogée de carrière de participer aux championnats, aux Jeux Olympiques à Paris. Pour l'instant, je pense plutôt à court terme. C'est quand même dans 8 ans. Donc non, j'ai pas encore imaginé ça, mais peut-être bientôt, ouais. Il y a énormément de chemin, vu que ça fait que 3 ans que je fais du vélo. Du coup, voilà, je sais que là, j'ai tout gagné chez les juniors, mais je sais que la marche junior élite est très, 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 très grande. Et qu'encore, pour être médaillée aux Jeux, j'ai encore énormément de progrès à faire, que ce soit physique, technique, tactique. La question sur ce thème, les JO sont-ils un gros coup de boost pour les sportifs du département? Oui ou non? Je pense que vous allez être unanime sur la question. Forcément. Il y en a des bonnes. Pourquoi, Jean? D'ailleurs, d'abord par rapport à ce qu'on a vu, qu'on vient de voir, les sportifs pleins d'avenir, et puis la petite Mathilde Gros qui, d'après Yann, fera une médaille au JO. Mathilde ne fera pas une médaille au JO à Paris, elle fera déjà une médaille au JO à Pékin. Donc, Voilà, donc non, mais je pense bien sûr, forcément, il y a quand même un vivier dans les Yvelines de sportifs de haut niveau qui pourra fièrement représenter la France. Frédéric, ce qui a été intelligent, je trouve, au niveau du projet, le dossier parisien, c'est qu'on a voulu incorporer également les jeunes. Il y a eu la génération 2024 qui a notamment été symbolisée par Mathilde Gros, justement, et également par Victor Lévesque, qui est originaire de Rambouillet, qui va participer sûrement aux épreuves d'équitation à Versailles. Voilà. Est-ce qu'on pensait déjà à l'avenir dans le dossier parisien quand on l'a monté? Forcément, puisque si on récupère les JO en 2024, c'est pas pour les sportifs d'aujourd'hui, c'est dans 7 ans. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont au top aujourd'hui, peut-être quelques-uns arriveront à se maintenir. Encore 2 Olympiades, ça fait quand même une longue préparation et tout peut arriver pendant cette période de temps. Mais c'est vrai qu'il faut placer ses billes sur les jeunes, et c'est vrai que ça va pousser sur la formation, le développement de la formation des jeunes sportifs, essayer d'alimenter le vivier aussi de sportifs potentiels. Il y a des sports où la maturité c'est 17-18 ans, par exemple la gymnastique, sont très très jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas facile d'aider, mais oui, très jeune. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est des jeunes qu'aujourd'hui ils ont 7-8 ans quoi, et qui vont se retrouver à Paris. Et puis ce qui est très bien, ce qui est un peu magique, c'est aussi toute l'histoire est déjà toute faite, les 100 ans, la France, la patrie des Jeux Olympiques, etc. C'est vrai que ça fait une histoire presque hollywoodienne, on pourrait presque en faire un film de cette nomination. Donc c'est pour ça qu'au final, je suis très content pour les sportifs, surtout eux. Et puis même si au niveau politique, on peut encore en discuter sur l'organisation, comment c'est géré, pour les sportifs, c'est vraiment le top. Et même pour le sport en général en France, c'est vraiment une très très bonne chose. Hélène, au niveau des infrastructures également, on remarque que tout a été fait finalement dans les Yvelines pour pousser ces jeunes à continuer. Il y a le Vélodrome national pour Mathilde Gros, Sébastien Vigier, un outil de haut niveau, on peut le dire, pour continuer à progresser. Et également la golfeuse Alexandra Bonetti, grand espoir de la discipline, qui vient de Saint-Germain-en-Laye, qui s'entraîne au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Tout est fait vraiment pour les mettre dans les meilleures conditions, on peut le dire. Oui, et puis... Et qui reste dans le département et qui continue à s'améliorer. C'est parfait pour eux. C'est là où ils pratiquent, ça va se passer là où ils pratiquent, en terrain connu, des infrastructures idéales, en conditions. Ça va déjà, on va pouvoir aller dans des performances qui continuent à augmenter, des nouvelles personnes qui vont se motiver au fur et à mesure, de nouveaux jeunes qui vont s'inscrire. Enfin, le fait, dans les Yvelines, je pense qu'on va voir toute une émergence de jeunes et d'espoir et de talent. Là, ça va être fantastique. On va le voir dans les années qui arrivent. Jean, il faudra également peut-être les préparer aussi mentalement, aussi ces jeunes, à de grosses pressions, parce que forcément le public français va demander des médailles. Oui, ça c'est sûr, mais ils auront quand même un avantage, c'est de faire la compétition sur le lieu sur lequel ils s'entraînent, et ils auront leur point de repère, et c'est très important. Que ce soit au cyclisme, que ce soit au golf, encore mieux, encore plus. Donc avoir les points de repère, c'est un avantage sur les autres sportifs étrangers. Et avec le public derrière qui est, on va dire, encore un petit peu plus
c'est sûr, c'est une pression, mais après, il va falloir que ce soit une pression positive pour les amener à se surpasser sportivement. Dernière question. Hélène, oui, en fait, au-delà d'une pression, c'est surtout une énorme motivation au final. C'est un stress positif. Ouais, aussi, ce qui est intéressant, c'est que les structures, elles sont déjà là pour s'entraîner dessus. Ils n'ont pas à attendre 7 ans que le truc soit construit pour pouvoir s'entraîner dedans. Ils ont déjà tout à disposition. Ah, pas forcément, parce que au-delà des repères, c'est juste qu'ils ont tous les moyens à disposition pour déjà se développer correctement. À titre d'exemple, le vélodrome de Rio, il n'a même pas été livré avant les JO, donc il a été livré pour les JO. C'est plus compliqué pour s'entraîner sur la piste. On referme maintenant cette large page Jeux Olympiques. On passe maintenant à notre rubrique Focus sur le basket. On prend maintenant la direction des parquets de NBA dans ce talk. L'agence élancourtoise Maz Sport Agency a vécu en juillet dernier au Barclays Center de Brooklyn une nuit historique. L'agent Olivier Mazet a vu l'un de ses joueurs sous contrat, le basketteur Frank Ntilikina, être sélectionné en 8e position pour participer à la prochaine saison américaine avec la mythique franchise des New York Knicks. Le joueur de 18 ans qui évoluait jusqu'à présent sous les couleurs de Strasbourg devient le Français drafté le plus haut devant son futur coéquipier Joachim Noah. On regarde cette séquence enregistrée par son agent Olivier Mazet. Il est vrai qu'il s'agit d'une draft vraiment exceptionnelle, avec ce 8e choix qui est tout de même le joueur le plus haut drafté de l'histoire du basket français, Frank Ntilikina, mais surtout en direction des New York Knicks, une franchise mythique et légendaire du sport américain. Donc c'est vrai que l'accumulation de ces deux facteurs-là, avec cette draft historique, mais également cette franchise tout à fait légendaire, une franchise qui a fait rêver tant de gens en NBA et qui aujourd'hui fait partie des franchises les plus attractives médiatiquement, nous donne quelque chose d'absolument incroyable, tant pour le joueur et sa famille. On est extrêmement content de la consécration que ça peut avoir par rapport au travail qu'a pu mettre en œuvre Franck, mais également pour nous en tant qu'agents, car c'est quelque chose qui valorise tout cet investissement qu'on a pu mettre en place ces 2 dernières années. Et il est vrai que c'est un succès qu'on apprécie à sa juste valeur et qui, on l'espère, en appelle d'autres. Alors, ce n'est pas la première fois que l'entreprise élancourtoise Maz Sport Agency réussit à placer l'un de ses joueurs en NBA. Déjà l'année dernière, Gershon Yabusele avait été sélectionné par les Boston Celtics en 16e position. Un grand coup de chapeau en tout cas à cette agence élancourtoise et à Olivier Mazet. La question sur ce thème, le plus dur commence-t-il pour Olivier Mazet et son Frank Ntilikina? Oui. Vous êtes unanime sur la question. Yann, pourquoi? Vous avez été le plus rapide à dégainer. Tout simplement parce que, comme quand on devient champion ou qu'on est promu dans une division supérieure, on le voit bien avec plaisir. C'est la suite qui est plus compliquée. Donc là, il va arriver pareil, dans le top niveau du basket mondial, la NBA. Il va falloir muscler son jeu. Il va falloir bien sûr qu'il doit avoir les qualités, parce que sinon il ne l'aurait pas pris, mais il y a tout un apprentissage, certainement les charges d'entraînement qui ne vont pas être les mêmes que ce qu'il peut faire en France. Faut pas oublier que les sportifs, en France on a beaucoup de mal avec l'entraînement. On aime bien la compétition, mais l'entraînement beaucoup moins. Ouais, c'est dit, parce que c'est quelque chose que je pense à beaucoup de niveaux et dans beaucoup de disciplines. Donc voilà, peut-être une charge d'entraînement qui va être plus importante et qu'il va falloir appréhender. Aussi des tactiques et puis une rapidité de jeu qui n'existe pas en Europe. La NBA, c'est la Dream Team, donc ils dominent le basket mondial, quoi. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Jean, il va intégrer les New York Knicks, la plus grosse franchise quasiment, on peut le dire, en NBA, pas forcément sportivement, mais médiatiquement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il peut gérer cette pression médiatique à 18 ans? Gérer la pression médiatique, pour moi, il va avoir autre chose à faire qu'à gérer. Il va avoir autre chose à faire parce que là, il va falloir qu'il confirme et qu'il fasse ses épreuves. Parce que là, pour l'instant, c'est tout beau, tout joli. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire confirmer sportivement. Et certes, ils l'ont pris, certainement, il doit avoir des qualités, sinon ils ne vont pas s'amuser à prendre des joueurs comme ça. Mais après, tout reste à faire. Il va falloir qu'il confirme et qu'il s'impose dans le meilleur championnat mondial. Donc, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que c'est exceptionnel. On dit c'est le 2e joueur qui place et c'est le 2e meilleur a fait un contrat après Noah. D'accord, mais tout ça, c'est beau. C'est la présentation, c'est le cadeau. Mais après, maintenant, tout le plus dur reste à faire. Il va falloir qu'il
Je vais prendre un exemple très simple. On a vu un très beau transfert cette année. Enfin, on a eu un très bel été en transfert football avec Neymar et puis Mbappé. Mbappé, il a 19 ans ou 20 ans, 18 ans, voilà. Et Mbappé, c'est un joueur qui est capable et qui sait déjà jouer utiliser les médias, première chose, et qui en plus a quand même cette intelligence et cette capacité. Et donc l'âge, c'est pas l'âge qui peut créer un problème. Il a la maturité, c'est toutes ces choses-là qui vont montrer qu'il est capable. Et s'il est intégré à ces âges-là, c'est qu'il a les possibilités. L'encadrement fera beaucoup aussi pour sa progression. Donc si tout est fait intelligemment, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il échoue. Hélène, justement, l'encadrement, est-ce que son agent doit l'accompagner partout? Est-ce qu'il doit l'aider à s'acclimater à sa nouvelle vie? Oui, il sera quand même à New York, il jouera au Madison Square Garden. Je pense que oui, la vie est complètement différente, l'objectif sera différent, le niveau, la façon de s'entraîner, ce qu'on demande aux joueurs qui sont des stars là-bas, tout est complètement différent. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils restent bien concentrés. En fait, au final, c'est ça. Pas se laisser trop disperser et garder bien le focus sur pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a envie de faire. Frédéric Anderson, pour sa première saison, il doit apprendre ou il doit tout de suite tenter d'être titulaire. Il aura quand même dans l'équipe des Carmelo Anthony, des Joachim Noah ou des Lettons, voilà, comme Porzinski, qui est un gros joueur également. Est-ce que il doit chercher à être titulaire tout de suite? Dans les sports américains, surtout au football américain et en NBA, quand on est drafté aussi haut, c'est pour jouer tout de suite. Je pense que s'ils l'ont recruté numéro 5, c'est pour qu'il contribue le plus tôt possible au succès de l'équipe. Et c'est sûrement que l'équipe avait un besoin à ce poste-là. Donc c'est à lui aussi de faire ses preuves, comme on disait. Un des avantages qu'il a, c'est en étant français et pas américain, c'est qu'il va arriver là-bas, il n'a aucune connexion, il ne connaît personne. Enfin, il ne peut pas être influencé tellement négativement par des mauvais amis ou des comme on appelle des sensus, des gens qui essaient de grappiller, un peu profiter de sa naïveté. Et je pense qu'encadré d'Olivier, il aura aucun souci, puisque le succès joueur est aussi le succès de l'agent. Donc l'agent a tout intérêt à ce que son joueur progresse le plus vite possible. Après, derrière, il y a d'autres engagements qui vont venir avec, les contrats publicitaires, etc. C'est vrai que c'est des sommes faramineuses. Et si on n'est pas bien encadré, ça peut vite monter à la tête. Et puis on l'a déjà dit à de nombreuses reprises sur ce plateau, il n'est jamais à l'abri d'une blessure. Regardez ce qui est arrivé à Derrick Rose en NBA. Il a été MVP et puis ligament croisé. Et aujourd'hui, c'est plus exactement le même joueur. Il a quand même réussi à remonter, mais ouais, on n'est jamais qu'à une blessure de la catastrophe. C'est parfait pour ma transition. Derrick Rose était le meneur des New York Knicks. Il a été transféré cet été, donc un transfert qui intéresse forcément Ntilikina, qui est meneur de jeu. Il a été transféré à Cleveland pour jouer avec LeBron James. Voilà, tout simplement, est-ce que ce transfert va aider Frank Ntilikina à s'imposer dans cette équipe? Est-ce que ça a été anticipé de la part des New York Knicks aussi? De toute façon, c'est jamais des mouvements qui sont faits au hasard, et je pense qu'ils étaient une fois qu'ils ont drafté le joueur. Ils se sont dit, bon, on va pouvoir laisser partir Derrick Rose. C'est pas les mêmes exigences salariales, peut-être. Et puis l'avantage aussi, c'est que le Français, il n'est pas blessé, il est en pleine forme, alors que Derrick Rose, il lui manque un genou, quoi. Donc, c'est compliqué pour jouer, c'est sûr. Il a fait une bonne saison, mais il a quand même raté pas mal de matchs à cause de diverses blessures. Et c'est vrai que un jeune, par rapport à un joueur plus ancien, c'est aussi un facteur qui rentre en jeu. Et vu les quantités d'argent qui sont mises en jeu, ils sont généralement, ils font attention à ce qu'ils font de ce niveau-là, quoi. Yann? Ouais, moi je pense que Joachim Noah va avoir un gros rôle dans... Oui, ils seront 2 Français du coup dans cette équipe. Voilà, vous avez, voilà. Et c'est-à-dire dans l'intégration de ce jeune. Et aujourd'hui, on sait que Joachim Noah, il a fait sa place et il a fait ses preuves. Donc, il va un peu lui servir de grand frère pour s'intégrer, pour pouvoir s'acclimater et puis découvrir cette nouvelle vie. Tout simplement. Donc, et alors là, par contre, ce qui va être génial, ça va être le retour pour l'équipe de France. D'avoir 2 joueurs qui jouent ensemble au quotidien, pour l'équipe de France, ça peut être qu'une très bonne chose. Jean, dernière question sur ce thème. Est-ce qu'il n'aurait pas dû choisir une autre équipe plutôt que... Enfin, il avait le choix, plus ou moins, de plusieurs équipes. Est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir une autre équipe, ou en tout cas tenter de choisir une autre équipe, comme Rudy Gobert l'avait fait avec Utah Jazz, dans un club un peu moins médiatisé, ou comme Gershon Yabusele qui est parti en Chine, histoire de s'aguerrir, pour revenir plus fort encore en NBA au Boston Celtics? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'être dans une plus petite équipe?
Non, je dis pour moi, s'il a vraiment le talent pour s'imposer à ce niveau-là, il faut pas qu'il hésite. Il a 18 ans, il va faire ses armes au plus haut niveau et il va être encore plus fort. Donc je vois pas l'intérêt d'aller plus bas pour faire ses armes. Ça, c'est pour dire qu'on n'est pas pris à haut niveau, c'est tout. Si on propose d'aller jouer à Barcelone, vous signez à Marseille ? Évidemment. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. On passe maintenant à notre rubrique débat. Notre débat concerne aujourd'hui le tennis. Jusqu'à ce dimanche 24 septembre, le Tennis Club de Plaisir organise dans son enceinte sportive le 3e plus grand rendez-vous tennistique de l'Île-de-France, derrière le tournoi de Bercy de Roland-Garros. Plus de 600 joueurs et 5000 spectateurs sont attendus tout au long de la semaine sur les cours de ce tournoi futur. La dotation globale du tournoi s'élève à $25 000, un montant qui attire des têtes d'affiche françaises et internationales. On écoute le président du club. C'est quoi? C'est les futurs champions de demain. Les Tsonga, les Mahut, etc. Les Liodra et compagnie sont passés par là. Donc nous avons les futurs champions de demain qui passent ici. Et donc je suis ravi parce que les matchs ne sont pas dénaturés. Ce sont des matchs qui sont à couteau tiré et où le tennis de haut niveau a rendez-vous avec le Tennis Club de Plaisir. Et ça me fait plaisir. Voilà. Il y a donc eu beaucoup de champions, mais le tournoi reste encore anonyme, on peut le dire. Est-ce que vous connaissiez, vous, Yann, par exemple, avant de venir à cette émission? Désolé. Pas du tout. Non, pas vous, du tout. Jean, pareil. Après non, mais la problématique qu'on a, c'est qu'en France, vous avez Roland-Garros, Bercy, l'Open... toutes ces choses-là font que c'est difficile pour des tournois annexes d'avoir une grosse couverture médiatique. À titre professionnel dans le vélo, c'est pareil. À cause du Tour de France, il y a beaucoup de choses qui sont écrasées, sur la vie du cyclisme français. Et il y a la même problématique dans le tennis, à cause de Roland-Garros et des choses comme ça. Donc la question sur ce thème, doit-on développer encore plus ce tournoi ou doit-il rester ainsi ? Est-ce qu'on doit le développer encore plus, en sachant que c'est déjà un tournoi à $25 000 ? Oui ou non? Est-ce qu'il peut arriver un jour à un niveau encore plus élevé? Au niveau de la donation ou... Dotation des joueurs. La dotation, ouais. Il y a déjà tellement de choses. Vous êtes tous partagés, Jean. Oui, parce que développer, ça veut dire quoi, développer, comme l'a dit Yann, il y a déjà deux tournois majeurs devant. Et alors après, le président de Plaisir qu'on a vu, c'est normal, il fait la pub pour son tournoi. Après, est-ce que vraiment... Il y a eu des Tsonga quand même qui sont passés. Oui, mais qui sont passés, mais c'est normal, ce sont des tournois. Donc les joueurs au tennis, il faut bien qu'ils fassent des tournois, donc ils passent un peu partout. Donc ça c'est ramener un exemple pour dire, mon tournoi, il y a des grands joueurs qui sont passés. Oui, ils sont passés dans beaucoup de tournois. Maintenant, le développer, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Mais ça, encore une fois, c'est quand même au niveau de la lisibilité, il y a déjà 2 tournois majeurs, donc là il y a beaucoup de boulot quand même, parce que même moi qui étais pendant 2 ans entraîneur de rugby plaisir, je connaissais pas du tout, donc et c'est à côté, c'est juste à côté. Il y a le tournoi des Tisas et tous les mecs qui ont gagné, ils sont parmi les meilleurs mondiaux derrière. Ils sont tous passés là-bas. Ouais. Voilà, c'était juste pour la boutade. C'est vrai. Mais donc, après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi vouloir le faire grossir? Ils ont une belle dotation, ils arrivent à avoir de bons joueurs, de bons futurs joueurs. Eh bien, continuons comme ça. Ça leur permet pas de briller sur la scène nationale ou internationale, mais ils ont des bons joueurs, ils ont un beau tournoi. Et ça fait 27 ans que ça dure. Et voilà, ça fait. C'est bien. Faut que ça continue comme ça. Ça sert à rien de Ils vouloir. Ils vont pas remplacer Roland-Garros. Et voilà, ça sert à rien de vouloir être plus gros et au final peut-être de se casser la gueule. Au niveau des points ATP également, Frédéric Anderson, ça rapporte des points. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des joueurs qui viendront jouer à plaisir. Et puis 25 000 €, ça met quand même du beurre dans les épinards. C'est non négligeable. Après, je pense que l'intérêt principal de ce tournoi-là, c'est d'attirer des joueurs de qualité avec des joueurs de demain pour que les jeunes aient l'occasion de prise de contact avec le plus haut niveau et qu'ils voient encore ce qu'ils ont à travailler, comment ils peuvent progresser. Et je pense que c'est là le gros intérêt du tournoi. C'est pas forcément nécessaire d'augmenter les dotations, mais d'avoir que des joueurs de haut niveau, sans que les joueurs du club de plaisir puissent y prendre part. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission. On ouvre notre page découverte.
Un peu moins d'un an après l'incroyable record de Robert Marchand, 105 ans sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, un autre senior va tenter de repousser les limites du corps humain dans l'enceinte sportive. Jeannette Augusto, 82 ans, originaire de Vesoul, se lancera sur la piste pour établir un record du monde de l'heure féminin des plus de 80 ans. La sportive portera pour l'occasion le maillot de l'EC Vélizy 78 devant le public, 47 ans après avoir réalisé pour le club le record de France sur piste du 500 mètres départ arrêté. Et forcément, l'émotion est présente. Jeannette était au micro de TV 78. Il ne faut pas trop m'en parler parce que ça, c'est de l'émotion. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Quand on a apporté déjà un titre à un club et puis qu'on remet ça, c'est quand même quelque chose. Et puis c'est tellement bien entouré, c'est important aussi. Jeannette espère réaliser une moyenne de 28 km/h pendant son record. Pour cela, elle s'entraîne tous les 2 jours en réalisant des séances de 45 à 50 km. C'est beau, Yann, cette émotion pour le club de Vélizy. Oui, je trouve que... Elle en avait les larmes aux yeux. Dans les mais puis moi, je vois qu'un truc, c'est j'espère qu'à 80 ans, j'aurai la même pêche qu'elle. Parce qu'elle est rayonnante, elle est pleine de peps. Maintenant... c'est les records de longévité. On va venir juste après. La question du coup sur ce thème, doit-on encourager ce type de record, oui ou non? Partager. Vous êtes partagé. Bon, Yann, un petit duel Yann, Jean. Allez. Jean, vous commencez? Moi je dis que oui. Il faut les encourager. Elle est tellement attachante. Elle va faire son vélo, là, elle ne fait pas de mal à personne. Elle s'entraîne tous les 2 jours. Toi, à 80, tu ne pourras plus pédaler. Donc c'est pour ça que tu es jaloux à l'avance. Il sera en déambulateur avec voilà, en déambulateur, tu ne pourras pas. Non, mais bien sûr, pourquoi pas. Moi, je dis que c'est bien, c'est beau, c'est... ça fait une belle histoire, selon vous. Ça me plaît, ça. Ouais, il y avait l'ancien qui l'a fait l'an dernier, là, 105 ans. Robert Marchand. C'est magnifique, ça, quand même. Allons. Ouais, mais la problématique... moi, ce qui me fait mal, c'est que j'étais présent quand Robert Marchand il a fait son record, c'est superbe. Et quand je vois le nombre de personnes qu'il y avait dans le Vélodrome ce jour-là, alors que quand on a des épreuves européennes il y avait avec 3000 personnes. Mais il y avait plus de monde qu'au championnat d'Europe. Donc il y a un moment où c'est quoi la perf? C'est de faire du vélo pendant 1 heure à pas d'âge, ou c'est de pouvoir rouler à plus de 70 km/h ou 60 km/h pendant plusieurs minutes et de faire du spectacle. Parce que... Il y a peut-être un problème de communication au sein de votre fédération, monsieur Yann. Ça, j'en suis intimement convaincu. On va pas débattre sur le sujet parce que sinon je vais me fâcher. Je vais me fâcher avec du monde, mais pas sur le plateau, plutôt à l'extérieur. Mais voilà, donc c'est ça, moi, le bémol que j'y mets, c'est il va encore y avoir plein de monde dans ce vélodrome, et puis un peu de temps après, on va organiser quelque chose qui sera de l'ampleur internationale, voire de l'ampleur internationale. Il y aura personne, et moi je comprends pas. Donc mettez une catégorie, il y a master, mettez une catégorie senior. Super master. Plus de 70 ans. Mais de toute façon, chez les championnats master, il y a pas que ça va jusqu'à plus de 75 ans dans le vélo. Voilà. Tous les ans, il y a des titres de... Quand on les voit sur un vélo, moi j'adore, ce sont des vrais cadets, ce sont des gamins qui sont là et qui se bagarrent comme s'ils avaient... Le public aime voir les vieux pédaler. Voilà. Frédéric, est-ce qu'il y a, vous qui êtes coach sportif également, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'éthique aussi par rapport au fait de voir des personnes âgées comme ça se lancer dans des records? Des questions d'éthique, je pense qu'il y a plutôt plutôt des enjeux. On sait que Robert Marchand a passé notamment plusieurs tests médicaux avant de se lancer il y a plus des enjeux dans ce formidable record de santé publique, parce qu'on est bien en train de voir que c'est pas la performance en soi qui attire, c'est plus... le caractère exceptionnel du participant et de l'entreprise. Après, on avait déjà discuté avec Monsieur Marchand, enfin, quand Monsieur Marchand avait fait son tour de vélo. S'il est encadré, si les docteurs ont dit que la personne était en bonne santé et qu'il est encadré correctement, il n'y aura pas de souci. Et là, ce qui est vraiment important sur ce genre d'événements-là, c'est de montrer aux personnes âgées que c'est important qu'ils peuvent le faire. Et qu'il faut qu'ils continuent de faire du sport, parce que de continuer à faire du vélo, le vélo c'est pas mauvais pour les articulations. Donc si vous avez des problèmes d'arthrose, etc., peut-être que c'est une activité que vous pouvez faire autre que la natation. Ça vous permet d'entretenir votre masse musculaire, et après on est sur des soucis de quand on perd sa masse musculaire, on perd sa force, le risque de chute augmente. Et derrière, il faut pas augmenter qu'une chute, le risque de fracture du col du fémur est quand même assez élevé. Et le problème de la fracture du col du fémur, c'est qu'en moyenne, dans les 2 ans, on est parti.
Donc si on veut garder nos anciens en bonne santé, il faut les mettre... Très rapidement, vous avez 20 secondes. Exactement. Moi, la seule chose que je retiens entre ces deux performances, c'est vrai que quand ils ne sont pas sur le vélo, ce sont deux personnes qui ont un peps et qui ont une vraie énergie. Et donc, c'est peut-être le fait qu'ils continuent de faire du sport qui fait qu'ils gardent cette énergie. On vous souhaite en tout cas de faire des records à 80 ans, Yann Ujarier. Oui. C'est presque la fin de cette émission, mais avant de se quitter, une date à retenir pour les amoureux de pole dance. Si je ne me trompe pas, Hélène, ça vous concerne. Oui, ce week-end. Voilà. Donc, on va peut-être juste regarder un petit extrait juste avant. Je fais une démonstration. Je fais une démonstration de pole dance. Hélène, cet événement, c'est ce dimanche, 24 septembre. Voilà, donc là, c'est le pole art, une compétition professionnelle, une compétition artistique, vraiment axée sur l'artistique et les personnalités, les différents styles de pole. Après, il y a plusieurs compétitions possibles. Il y a le pôle sport qui est plutôt en début septembre. On a une autre compétition en octobre qui mêle le sport et l'artistique aussi. Donc voilà, il y a plusieurs compétitions. Et on a cru comprendre, Jean-Miss, vous y serez à cette compétition. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 5 octobre pour un nouveau Si on parlait sport. On va terminer par une citation de Pierre de Coubertin. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Je sais que vous adorez ce type de citation. Voilà, je vous la passerai après l'émission. À bientôt sur TV78.